Bonjour à tous, bienvenue dans cette discussion avec Sarah et Aurélien. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de faire l'interview avec une personne à la fois, mais j'avais déjà fait l'interview avec Sarah cet été et on s'était dit que ce serait sympa de faire un format un petit peu différent, plus de discussion naturelle, comme si on se skypait à trois, avec un nouvel invité qui s'appelle Aurélien. Salut Aurélien. Salut tout le monde du coup. Donc là, on est à trois endroits différents de la planète. On a Sarah qui est en Bulgarie à Bansko. C'est ça. Aurélien, toi, tu es en France à Albi et moi, je Yes. suis en pleine tempête de neige là à Montréal. Il va nous neiger 20-25 cm aujourd'hui. Donc, Ah oui, quand même. chacun un peu son environnement. Bah, écoutez, bienvenue Sarah et Aurélien. Merci à toi de nous accueillir. Merci Ambroise, un plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ouais, comme je disais, la discussion, ça va être assez naturel. On va se présenter un petit peu tous les trois et après, on a différents sujets qu'on veut traiter pour briser un peu des mythes et des barrières que les gens auraient par rapport au nomadisme digital. Que montrer qu'il y a tous les formats sont possibles, seul, trouver quelqu'un pour se mettre en couple, le faire en famille, etc. Tout est possible et aussi que ça s'applique à différents formats d'activités professionnelles. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Sarah? Oui, donc Sarah, entrepreneur depuis une dizaine d'années et nomade digital officiellement depuis 10 mois. Donc j'ai commencé mon aventure au Nomade Co-Living à Montréal et j'ai atterri ici en Bulgarie il y a 2 mois. Et je développe un business axé sur la formation des équipes tech sur le sujet du marketing. Ok, très cool. J'ai aussi fait une interview avec Sarah cet été, si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube, où on parle pendant, je pense, 1 heure de tout ça en personne. Donc, ok, merci Sarah. Et puis toi, Aurélien, nouvelle invité sur la chaîne, sur le podcast. Yes. Et bien écoute, du coup, moi je m'appelle Aurélien, donc je suis albigeois, je viens du sud-ouest de la France. Ça s'entend sûrement à l'accent, je pense. Un peu, ouais. Euh, ouais, et du coup, je vais me définir comme un passionné de l'entrepreneuriat. J'entreprends depuis un moment. Ça fait maintenant 5-6 ans depuis que je suis étudiant en fait. J'ai eu l'occasion de monter diverses activités et aujourd'hui, on va dire, j'entreprends pour mes propres projets. Avec des business en ligne, activités dans les food tech, d'autres projets de formation qui sont en train de venir. Et du coup, depuis 2 ans, je me suis dit aujourd'hui comment je vais pouvoir aussi retransmettre toutes ces compétences et cette envie aussi entrepreneuriale autour de moi. Et j'ai monté du coup une agence entrepreneuriale qui s'appelle Gary McFly et qui propose aujourd'hui aux indépendants et aux boîtes de services de pouvoir avoir un entrepreneur comme associé sur une durée de 3 à 6 mois, ainsi que tout un écosystème avec un réseau, une visibilité pour les aider à casser leur plafond de verre et du coup atteindre leurs aspirations. Voilà. Très cool. Bah écoute, très belle intro, bien timée. On voit que tu as l'habitude de faire une intro comme ça là. Ouais, ça Et toi, m'arrive. Ambroise, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, j'allais venir justement parce que vous allez aussi partager la vidéo, donc peut-être que des gens de votre réseau vont me découvrir. Donc moi, je m'appelle Ambroise Debré, je suis freelance à temps partiel ou à temps plein depuis 5 ans. Et Mhm. c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de devenir nomade digital parce que je pouvais être hyper flexible dans ce que je faisais comme mission. Et en parallèle de ça, toujours en pouvant voyager et vivre de ça, j'ai pu monter des startups, différents projets sur le web. Et maintenant, j'accompagne depuis septembre des apprentis nomades digitaux qui veulent le devenir en se mettant au freelancing. Donc, j'ai différents contenus que j'offre là-dessus et de l'accompagnement aussi plus en profondeur. Donc, voilà pour moi mon pitch. Bah, écoute, super. Bien résumé. Ça marche. Bah, écoutez, je pense que pour commencer, on pourrait déjà parler un petit peu des différents modes professionnels qu'on peut avoir en étant nomades digitaux. Parce que je pense qu'à tous les trois, on a pas mal de ces différents modes-là. Peut-être à part Mhm. la partie employé remote. Mhm. Mais je sais qu'on offre tous les trois des services à différents clientèles, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Comment est-ce que vous deux, ça vous a permis de vous lancer, d'offrir des services pour commencer à être entrepreneur et voyager? Comment est-ce que c'était vos débuts là-dedans? Du coup, qui c'est qui commence, Sarah?
Ou tu veux que Allez, je... vas-y Aurélien, je t'en prie. Honneur aux messieurs. Ouais. Bon, du coup, ce qui est intéressant, si je reviens quand même sur le sujet nomade digital, c'est qu'on est tous à des niveaux différents. Moi, je n'ai pas encore commencé, c'est un projet. Donc, c'est Ouais. aussi pour ça que c'est intéressant d'échanger. Il y a Sarah qui est en plein dedans et toi qui est, entre guillemets, on va dire, un expert du domaine. Ça fait un petit moment que tu le fais. Donc, ouais, on est tous à des étapes, on va dire, différentes. Et tu me parlais donc du coup de la notion de service. Moi, je n'ai pas commencé par le service. J'ai commencé par monter mes propres boîtes et me planter. Voilà. Et petit à petit, il y a eu des choses qui ont fonctionné, notamment grâce au business en ligne. Et après, on va dire que le service a été la finalité et on va dire l'accomplissement de ce que j'ai fait, même si je suis encore jeune et j'ai encore plein de choses à faire. Ok. Moi, je vais résumer mon expérience, enfin, la façon dont je suis devenue nomade et digitale principalement, c'est par la force des choses, puisque du coup, il y a quelques années, j'ai décidé d'aller m'installer à Vancouver. Donc, c'est l'autre bout du monde versus Paris. Et du coup, j'avais déjà ouvert une société en France et j'avais le désir de continuer à développer ce business-là à Vancouver. Et puis, je me suis très vite rendu compte que pour faire du business, je n'avais pas forcément besoin d'être physiquement présente à un endroit. Et un peu plus tard, et puis du coup, ça vraiment, sincèrement, pour être honnête, ça me gonflait un peu de devoir avoir toute cette contrainte locale, entre guillemets, pour pouvoir me développer. Donc, comme j'utilisais déjà beaucoup Skype à l'époque et que j'avais pas de difficulté à générer des leads grâce à LinkedIn et aussi à échanger avec des clients en utilisant Skype à l'époque, je me suis rendu compte que je pouvais démarrer un business 100% digital. Donc voilà. Après, de là à l'assumer et puis d'y aller plus franchement, ça a été encore une autre histoire. Mais voilà à peu près comment j'ai démarré. Ok. Et puis toi, Aurélien, c'est quelque chose que tu veux explorer pour toi dans les quelques années à venir, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est quelque chose que je veux faire depuis un moment. Mais on a toujours ces objectifs, ces rêves qu'on dit je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et finalement, on les fait. Des fois, on ne le fait jamais. Il y a un an, je me suis dit, bon, Aurélien, stop, fixe-toi un objectif, mets en place tout ce qu'il faut avant. Et du coup, le but, c'est de partir fin d'année. Là, je suis en train de voir pour les visas, etc. Et de pouvoir tester ce mode de vie-là. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui me prend au trip. Donc, ça va se faire. Très cool. Et pour toi, Aurélien, c'est quoi les prochaines étapes tu parlais de visa, etc. Mais c'est quoi les prochaines étapes? Comment est-ce que tu vas te préparer, toi, à ça? Déjà, du point de vue de mes business, le but, c'est quand même de structurer certaines choses, peut-être déléguer aussi, trouver des personnes avec qui déléguer pour me permettre de récupérer du temps et pouvoir vraiment profiter de ces voyages, pas être à bosser non-stop non plus. Donc, il va y avoir cette phase-là, plus business, récupérer du temps. Et ensuite, il va y avoir toute l'exploration, comme je disais, trouver les visas, voir quel pays faire, en quelle date et quel lieu en fonction de l'environnement. J'avoue que je suis encore un peu flou sur le sujet, mais peut-être tu vas pouvoir me conseiller aussi. Avec plaisir, ouais. C'est sûr que c'est un cheminement étape par étape. Et je pense que Sarah, tu l'avais vécu aussi. Je me souviens que toi, tu avais petit à petit commencé à être de plus en plus minimaliste et à te préparer à ça. Oui. Donc, te débarrasser de possessions, etc. Tu peux nous raconter un petit peu ce cheminement-là? Bien sûr, pendant longtemps, en fait, ma plus grande hésitation sur le fait de oser demander un PVT pour aller au Canada, c'était mais qu'est-ce que je vais faire de toutes mes affaires? J'avais tellement de vêtements à l'époque et je ne savais pas où les stocker. Et du coup, je me trouvais cette excuse pour pas me lancer pour partir vivre à l'étranger. Et puis ensuite, je me disais, ah, mais je parle pas anglais. Et puis tous les jours, je trouvais une raison pour ne pas me lancer dans l'aventure, jusqu'au moment où j'ai pris le taureau par les cornes et puis j'ai appliqué pour un PVT. Et à l'époque, il demandait aussi d'avoir une réserve d'argent suffisante sur ton compte bancaire et d'avoir une preuve de ça. C'était compliqué d'obtenir ça auprès de ma banque. Merci BNP. Du coup, j'ai demandé à ma sœur de faire un document comme quoi qu'elle avait les fonds suffisants pour moi. Et du coup, j'ai pu appliquer et je me suis lancée dans un PVT. Voilà. Mais en fait, pour revenir sur le sujet visa, en tant que nomade, sache que tu peux rester jusqu'à 3 mois dans certains pays sans Ouais. avoir
visa, puisque du coup, on a un passeport français. Et le passeport français nous donne quand même pas mal d'accès à un certain nombre de pays sans avoir de contraintes, de grandes contraintes pour pouvoir y rester, en tout cas légalement. Donc, du coup, ça, c'est un faux problème. Donc, du coup, tu peux partir demain, en fait, si tu veux. Ouais, je pars demain, du coup. Non, c'est ça. La plupart des pays, en général, tu peux avoir un visa de touriste. La plupart, c'est 3 mois. Certains, ça va être 1 mois. Mais tu as toujours des manières de le renouveler aussi sur place. Par exemple, en Thaïlande, c'est 1 mois. Mais tu peux le renouveler en le faisant dans un bureau d'immigration. Ou alors, tu as une autre méthode, c'est de sortir du pays et d'y re-rentrer. Ça s'appelle un visa run. Okay. Et je sais que moi, j'ai habité 6 mois en Argentine. Moi, j'avais besoin d'un visa parce que je faisais un échange et il fallait que je puisse valider mon échange. Mais il y en a qui n'avaient pas besoin de ça et qui partaient tous les quelques temps dans un autre pays, etc. Donc, ce n'est pas forcément un problème à court terme. Et justement, je pense ce que tu disais, Sarah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on s'apprête à faire quelque chose qui est complètement différent de la norme, que ce soit devenir nomade ou être entrepreneur, etc., on a toujours des choses qui nous bloquent. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière ce mur-là. Et le meilleur moyen, finalement, c'est d'y aller et puis de voir au fur et à mesure comment est-ce qu'on peut optimiser certaines choses, etc. Et qu'au final, le seul risque, c'est de pas avancer et de ne pas passer à l'action sur nos rêves ou nos objectifs parce que personne ne va le faire pour nous, quoi. Ouais, c'est ça, pas se laisser le choix au final. Ouais, c'est ça. Tu peux peut-être nous parler, toi, de ce point de vue-là, côté entrepreneuriat, étant donné que tu t'accompagnes d'entrepreneurs là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont des limitations qui se fixent eux-mêmes par rapport à leurs revenus, par rapport à ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Comment est-ce que c'est quoi les principaux blocages que tu as par rapport à ça en entrepreneuriat? On va dire, tu as les classiques, le syndrome de l'imposteur. Enfin, il y a énormément de vidéos, d'articles qui traitent du sujet, mais tu as beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes. Même s'ils se disent, je vais passer à l'action, je vais monter mon entreprise, derrière, ce blocage reste dans leur inconscient et il fait que au moment de la vente, du closing, ils vont tout faire pour se saboter. Tu as ça. Après, il y a des blocages, le manque de confiance en soi, on y revient aussi beaucoup. La peur de l'échec. Il y a plein de choses et je pense que c'est tout un équilibre. On parle beaucoup de charisme aussi. Je pense que c'est important quand tu es un entrepreneur de développer son charisme. C'est tout un équilibre entre sa façon de parler, sa façon de communiquer, sa façon d'être, sa posture, la façon dont on exprime sa singularité et tout cet équilibre fait que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Et c'est un environnement très complexe qui fait que derrière, on arrive à casser ces barrières et il n'y a qu'une chose qui peut le faire, c'est être dans l'action, itération, action. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Et aussi une chose, c'est que tu peux pas t'améliorer tant que tu n'es pas passé à l'action. Et plusieurs exemples, la vente. Il y a relativement peu de gens qui sont des vendeurs nés et qui sont des machines de vente en sortant du berceau. Surtout en France. Surtout en France. Et donc, aux États-Unis, etc., bon, c'est un peu plus dans la culture, etc. Mais en te mettant sur le terrain, en passant à l'action, etc., tu peux t'améliorer. Un bon exemple de ça, c'est Stan Leloup de Marketing Mania que j'ai interviewé la semaine dernière. Pas du tout un vendeur à la base, hyper introverti dans ses mangas, etc. Mais il s'est mis dans ce mindset-là de passer à l'action et il a appris à vendre. Et c'est comme aussi pour la création de contenu, par exemple. Moi, j'ai écrit une 50aine d'articles de blog. Je les avais fait en anglais à la base, qui n'est pas ma langue maternelle, pour m'entraîner, etc. Mes premiers articles de blog, ils étaient pourris. Je les relis aujourd'hui, je rigole. C'est hyper surfait, c'est pas naturel, c'est des gros paragraphes, etc. Et au final, en fait, en voyant le feedback de ce que je mettais sur le terrain avec mon contenu, eh bien, j'ai pu voir justement les choses à améliorer. J'avais des feedbacks et je pouvais améliorer tout ça en continu. Et je pense que ça, c'est une leçon importante. Pour moi, c'est vraiment passer à l'action, pas foncer, tête baissée, etc. Réfléchir un petit peu, passer à l'action, prendre le feedback que ça nous donne et puis s'améliorer au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Les méthodologies, ce qu'on appelle Kaizen. Moi, je suis… C'est ça. Comment ? L'amélioration continue. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je suis issu de formation du milieu de l'industrie de Lean. Et c'est ce qu'on dit PDCA, plan, do, check, act. C'est que tu planifies, tu fais, tu vérifies que c'est marché, c'est pas marché. Et derrière, hop, tu continues cette boucle infinie, en fait.
Mhm. Ouais, c'est tout le mouvement aussi Lean Startup. Ouais, c'est ça. Et même au final, moi je donne un cours à HEC de Web Analytics. Et donc Mhm. on enseigne, il y a aussi le Lean Analytics qui est un modèle qui a été adapté de ça. Et j'ai trouvé un schéma qui était super intéressant qui relie en fait le Lean Startup. Tu itères sur l'idée, tu fais des Mhm. prévalidations, un genre de modèle, un MVP, etc. Et en fait, le growth hacking aussi, ce que je fais en marketing, c'est ça. C'est tu as des hypothèses sur qu'est-ce qui va marcher ou pas pour t'aider à atteindre ton objectif. Et tu testes, t'itères jusqu'à ce que tu améliores ton produit. Et, Mhm. je pense que c'est important à utiliser dans toutes les parties de la vie aussi. Ouais, ça, c'est une philosophie de vie au final. Mhm. Je voudrais ajouter un point là sur la perception du rôle de vendeur entre guillemets. En France, on associe un peu les vendeurs aux images de Jean-Claude Convenant dans Caméra Café, etc. Ouais. Le commercial un peu lourd qui veut absolument vendre quelque chose qui ne sert à rien ou Mhm. pour lequel tu n'as pas d'intérêt, etc. Moi, je me suis décomplexée du sujet prospection commerciale. Parce que en arrivant à Vancouver, j'ai appris non pas à vendre, mais à identifier les besoins des gens, hein, et puis les guider éventuellement dans leur processus d'achat, hein, plutôt que de vouloir pousser une vente et de chercher à leur vendre un produit dont ils n'ont rien à faire en fait. Et du coup, c'est ce en quoi l'expérience au Canada a été vraiment bénéfique pour moi, puisque du coup, ça a changé complètement ma perspective de c'est quoi un entrepreneur, quelles sont les compétences aussi que tu as besoin d'acquérir. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'écrirais, donc il y a déjà quelques années, j'ai écrit un bouquin sur l'entrepreneuriat, mais j'aurais jamais imaginé le faire si j'avais pas rencontré un certain nombre d'entrepreneurs à Vancouver qui avaient écrit des bouquins sur leur expérience entrepreneuriale. Mhm. Et les gars n'étaient pas multimillionnaires. Voilà, ça faisait partie aussi du processus de stratégie de contenu pour faire autorité sur des sujets et avoir du crédit et avoir de la visibilité. Donc, tout ça, c'est des choses que j'aurais pas vraiment découvert aussitôt si j'étais pas partie vivre en Colombie-Britannique. Mhm. C'est clair. Et puis, ouais, donc tu disais pour la vente de se mettre, enfin, d'identifier vraiment les besoins et d'y aller plus comme ça. Une autre chose aussi, moi, j'en ai fait pas mal de ventes pour mes startups, même en consulting, etc. Je suis pas un expert, je suis pas le meilleur vendeur, etc. Mais une chose aussi, moi, qui m'aide beaucoup à me donner confiance, par exemple, pour ma startup de course à pied, je passais des demi-journées à faire des appels de outreach, etc. Ce qui me mettait en confiance, c'était de bien me rappeler que je ne suis pas en train de vendre un truc inutile et que je dois forcer. Je suis en train de répondre à un besoin et que la personne a tout à y gagner. Et c'est que mon rôle, c'est d'arriver à montrer à cette personne que ce que j'ai à lui offrir, ça peut l'aider à atteindre tel ou tel objectif pour lui, quoi. Changer un peu la perception C'est de ce ça. qu'on a du vendeur qui est itinérant, qui est en belle voiture, qui vient vendre un aspirateur à 1000 euros à tes grands-parents, histoire véridique, que Oui. tu as oublié d'envoyer bouler, mais changer un peu cette perspective-là et voir que finalement, on échange de la valeur, peu importe ce qu'on vend, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plein de façons de vendre au final, mais on est tous des vendeurs, on se vend tous au quotidien. Moi, le premier, quand je vais dans un bon restaurant, que je vais voir un bon film, et derrière, je vais le communiquer autour de moi. Et entre guillemets, je vends tout ça. Mm. Ah, ça a bloqué. C'est bon? Bon. Non, non, moi c'est bon, je t'entends. Yes. Yes. Et ce qui fait qu'au fond de nous, on est tous capables de vendre. Il suffit d'être convaincu. Et si on est convaincu de ce qu'on fait, qu'on parle avec les tripes et qu'on le fait vibrer, au final, c'est juste ça, vendre. Et Ouais. puis, il faut être authentique aussi, hein. C'est ça. Ça, c'est quelque chose c'est une notion aussi dont j'ai pris conscience au Canada, cette notion d'authenticité, parce que justement, quand on se met dans une posture de vente, on veut vraiment, c'est comme quand on cherche un mari ou une Ouais, bien copine, sûr. on veut que tout soit parfait sur le papier. Mais dans les faits, on est imparfait et puis les personnes s'en rendent vite compte. Donc, autant afficher la couleur et puis parler clairement de ses limites, de comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un sans Mhm. forcément chercher à lui vendre mondes et merveilles. Et donc, Mm. ça prend aussi d'être honnête. Et voilà, mais pour être honnête dans une démarche de vente, il faut être aussi honnête avec soi-même et savoir pourquoi on fait les choses. Et
moi, je reste persuadée que quand on n'est pas épanoui et pas suffisamment heureux, il y a de fortes chances d'obtenir des résultats moyens, entre guillemets. C'est ça. Du coup, c'est pour ça, enfin, il y a une espèce d'hypocrisie, en tout cas, enfin, ça c'est ma perception en tant que Française qui a vécu à l'étranger pendant longtemps, donc notamment au Canada. De- Est-ce que tu as vraiment besoin d'être dans un bureau 12 heures par jour avec des horaires fixes et un boss et beaucoup de contraintes pour pouvoir explorer ton potentiel, gagner ta vie et puis avoir une vie épanouie et quand même construire aussi. Moi, j'ai rencontré ici des gens qui sont arrivés à Bansko. Et après 3 mois, ils ont décidé d'acheter un appartement, ce qui n'aurait pas été possible pour certains d'entre eux en France. Donc, ils retrouvent les standards de ce qu'on définit comme du succès assez rapidement en acceptant de voir les choses sous un autre jour. Donc, ça fait partie aussi des points et des questions que ton audience ou toi-même, tu dois avoir aussi peut-être. C'est sûr, c'est sûr. Puis il y a aussi, peut-être pour finir sur cette partie un peu vente, la notion de développer des relations aussi au-delà de ce qu'on a à vendre à court terme, mettons. Parce que si quelqu'un n'a pas forcément besoin de ce que tu as à vendre forcément tout de suite, mais avec la bonne approche et un bon moyen de garder le contact par la suite, tu peux créer des relations qui peut-être dans ce business où tu es maintenant, ça ne va pas fonctionner comme relation, mais dans un autre contexte ou un autre moment de ta carrière, ça peut toujours fonctionner. Tu peux aussi en tirer des amitiés. Et je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de ça justement. Ouais, ben, D'avoir des clients qui se sont transformés en amis, c'est ça? Ouais, ou alors des gens que tu contactais pour un projet, ça marche pas, et finalement, dans un autre projet, quelques années plus tard, il y a quelque chose qui se passe. Récemment, moi, c'est avec l'aventure de Plan B, là, avec mon projet d'incubateur virtuel et de fonds d'investissement dont on avait parlé cet été. Là, ce qui reste en fait dans toutes les relations que j'ai établies, c'est encore de bonnes relations avec des investisseurs avec lesquels j'ai démarré une relation, qui acceptent de me parler encore et qui m'invitent à déjeuner quand je vais à Montréal, des start-upeuses avec lesquelles je suis devenue amie. Donc, du coup, voilà, il reste ça. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, pour moi, le fait d'avoir été capable d'établir des relations solides, ça me permet encore de continuer à m'enrichir aussi humainement parlant. Et ça, c'est vraiment très positif. Non, c'est sûr. Ouais. De toute façon, c'est ça, un des critères principaux, c'est savoir faire preuve d'empathie au final, comprendre les gens. Et derrière, si tu sais créer des relations, il y a tout un tas de livres sur le sujet. Et tu peux faire des choses assez incroyables. D'ailleurs, je lisais il n'y a pas longtemps le livre Vendeur d'élite de Michael Aguilar. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'avais vu en conférence aussi. Et c'est une tuerie qui expliquait qu'en gros, il avait étudié pendant 1 an tous les meilleurs vendeurs de France et je crois aussi du monde. Il expliquait par exemple que le meilleur vendeur de voitures de France, c'était tout simplement la personne qui posait le plus de questions. Quand j'ai posé plus de questions, il posait 42 questions alors que le vendeur moyen en posait 2. Ouais. Voilà. À partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ok. Voilà, on a un bon axe pour la prospection commerciale, c'est bien. Merci. Avec plaisir. Ok, bah, j'irai voir le livre que tu recommandes. Sinon, si on revient, alors on était parti entrepreneuriat, vente, si on revient un peu au mode de vie nomade. Je sais que Sarah, toi, tu as pas mal évolué par rapport à ça aussi. Moi, je t'ai rencontré, tu étais à Montréal, tu étais reparti en Espagne, tu es revenu à Montréal, là, tu es parti à Bansko. C'est quoi ta vision à toi de tes voyages et où est-ce que tu vas être basé, etc., dans les prochaines années? Et toi, Aurélien, toi qui vas te lancer là-dedans, comment tu vois ça aujourd'hui, début 2020? Aurélien, tu veux répondre ou tu veux que j'enchaîne? Ouais, ben, je vais répondre. Écoute. Ouais, donc moi j'ai testé, on va dire, une semaine, on va dire, où c'est que j'avais fait les îles Canaries et Marrakech. C'était vraiment très rapide, mais c'était un peu pour me tester. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et du coup, moi j'aimerais bien faire à peu près une dizaine de pays en 1 an
et essayer dans un premier temps de faire vraiment une globalité, partir du Japon, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et remonter ensuite Amérique du Sud, etc. Et pourquoi pas, si ça me plaît, ensuite peut-être rester plus longtemps dans un de ces pays ou voir un autre pays. Voilà un peu ma vision. Est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien. Il n'y a pas de bonne vision, tu me diras, mais voilà. Donc, c'est un peu un genre de tour du monde d'initiation Ouais, nomade. c'est ça. Et C'est le but. tu dois rester combien de temps à chaque endroit? Bah, du coup, je vais dire une dizaine de pays, donc entre un mois et demi. Ok. Ouais, Ça te semble, ça te semble bien? Ouais, bah, après, c'est pas, j'ai pas la réponse exacte, Ouais, mais bien sûr. ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de un mois, enfin quelques semaines, un mois, tu peux faire ce qu'on appelle le slow travel. Donc, pouvoir vraiment voir la vie locale d'où tu es, comment ça se passe. Et tu Mhm. as aussi, donc t'as ça, t'as plein d'avantages aussi à rester long terme au niveau des relations que tu vas développer. Tu vois, si tu restes quelque part 3 jours et que tu changes de ville, bah, bon courage pour faire des bonnes relations, être là au moment où il y a le bon meet-up, etc. Alors, si tu restes quelques semaines, Mhm. tu peux rencontrer ces gens-là, tu les recroises, etc. Moi, par exemple, à Chiang Mai en Thaïlande, je crois que j'y suis resté 3 semaines à un moment en 2017. Et au final, je suis allé à 2, 3 événements et tu recroises les mêmes gens dans des cafés, tu vas travailler ensemble, tu vas manger ensemble, tu fais du sport ensemble et tu te crées un peu un genre de vie, de village entre Ouais, nomades je et des comprends. endroits. Et puis aussi, tu as plein d'avantages financiers à faire ça parce que tu peux prendre un appartement pendant un mois. Par exemple, sur Airbnb, tu as des rabais souvent qui sont de plus en plus intéressants plus tu loues longtemps, ce qui est logique. Tu peux aussi te prendre un abonnement à une salle de sport un mois. Tu peux louer un scooter un mois, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça Ouais, qui c'est sont sûr. intéressants. Donc, je pense que c'est la bonne approche. La bonne approche. Après, il faut aussi s'écouter, tu vois. Si tu pars là-dessus, si au bout de 2 mois ou de 6 mois, tu en as marre, tu as envie de te poser un peu, etc., il faut s'écouter aussi. Parce que j'en vois beaucoup qui partent comme ça, ils ont un projet de tour du monde et qui est bien à la base, mais qui finissent par se crever. Ils font ça parce qu'ils avaient dit qu'ils feraient ça, mais ils ne s'écoutent plus, quoi. Donc ça, c'est Ouais, je comprends. un truc qui peut arriver. Ah, tu fais bien de me le dire parce que je suis peut-être un peu comme ça des fois. Ouais, moi j'ai fait l'erreur aussi où tu pars en mode nomade, mais beaucoup trop court terme. Et au final, tu veux visiter, donc faire le touriste, tu veux quand même travailler et tout ça. Et au final, tu dois trouver où tu vas loger, ce que tu vas faire comme visite, tu sais, juste des trucs, chercher des restos, etc. Ouais, bien sûr. Chercher où tu vas aller ensuite, etc. Et en plus, travailler finalement au bout d'un mois, en général, tu es KO Mm. et il faut prendre une pause. Donc, ouais. Je suis d'accord avec la notion de pause, parce que du coup, il ne faut pas que en tout cas, hein, dans l'idéal, que le projet de vie nomade se transforme en énième projet entrepreneurial. Puis là, du coup, tu peux commencer à définir tes propres KPI et rusher pour atteindre tes objectifs. Moi, j'ai pensé ça aussi, parce que du coup, j'ai mon esprit compète et entrepreneur. Quand on s'était parlé cet été avec Ambroise, on avait évoqué mon séjour en Espagne. Et du coup, moi, j'ai pas fait comme tout le monde. J'ai pas été dans un espace de coworking super fancy, etc. J'ai été chez les parents de mon associé. Ils m'ont accueilli dans leur maison familiale au fin fond d'un petit village. Il devait y avoir peut-être 200 habitants. Et du coup, j'ai appris à vivre à une heure tranquille et à apprécier aussi le quotidien. Bon, après, j'avais quand même pas mal de soucis de Wi-Fi. Donc j'allais au café du village pour me plugger à Internet. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'étais là-bas, ça me manquait de ne pas avoir des personnes de mon âge, de ne pas échanger régulièrement sur l'entrepreneuriat, etc. Et donc, du coup, j'ai paramétré un peu mon attention et j'ai trouvé tout ça dans ce coup. En fait, j'ai les avantages de la vie de village sans les inconvénients. Je suis dans un écosystème avec des nomades, mais sans forcément avoir la sensation de faire du tourisme de masse pour nomades. J'ai une de mes amies, par exemple, qui est nomade depuis quelques années. Elle va régulièrement à Ubud, donc c'est un gros hub aussi. Mais pour moi, c'est trop, trop de Ouais. monde, trop de gens qui ont le même style de vie, etc. Donc, je préfère plutôt être dans une démarche plus en retrait, avec des destinations un peu plus exclusives entre guillemets. Mhm. Et puis vivre mon expérience comme ça, sachant qu'à un moment donné, et ça a été une source de stress pour moi, le fait d'aller de pays en pays,
n'ayant pas mon camp de base, mon chez moi à moi, ça me stressait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de set-up ma vie ici, comme étant un camp de base, et de continuer à voyager 3 semaines, un mois à différents endroits. Pourquoi pas des fois rester 3 mois en Amérique du Sud ou en Asie. Donc ça, je le verrai prochainement. Mais la notion pour moi de point de repère et d'avoir un camp de base est super importante. Ça, je pense que ça dépend aussi pas mal des envies et des personnalités de chacun. Et moi, ce que je remarque, c'est pas du tout une étude scientifique ou quoi, mais en écoutant des podcasts de gens qui sont nomades depuis 10 ans, voyant un peu tout l'écosystème nomade évoluer, ce que je vois, c'est qu'il y a un peu différentes étapes dans la vie d'un nomade. Il y a l'étape où soit tu réalises d'une façon ou d'une autre que la vie traditionnelle, d'avoir un métro, boulot, dodo, etc., ça ne te va pas et tu changes tout ça en étant nomade. Et donc là, ton but, c'est juste de partir et de réussir à faire fonctionner ça. Après, une fois que tu as fait fonctionner ça, il y en a beaucoup qui continuent à voyager régulièrement. Et après, en général, les gens commencent à trouver intéressant l'idée d'avoir une base quelque part, une base ou même plusieurs bases, des endroits en fait où ils n'ont pas à se poser de questions. Par exemple, si Sarah, tu partais de Bansko 3 mois pour aller, je sais pas, à Buenos Aires, par exemple, en Argentine, tu reviens à Bansko, tu sais où tu vas faire les courses, tu sais où tu vas bosser, tu sais. Et juste avoir cet endroit où tu sais comment tout fonctionne, c'est assez intéressant. Et l'étape en général finale de tout ça, même si les gens continuent à voyager, c'est de devenir expat et de rester, d'avoir vraiment une base plus établie encore à un endroit particulier. Ça ne veut pas dire ne pas en voyager, mais être expat et avoir une base et de bouger aussi de base au fur et à mesure. Et notamment quand on commence à avoir des enfants, une famille, etc. C'est possible de voyager avec des enfants en mode nomade. C'est possible aussi d'être expat avec des enfants. Moi, je l'ai vécu. Mes parents habitent pas en France. Ils reviennent, ils repartent, etc. Et je pense qu'il y a différentes étapes comme ça et que chacun fait son chemin, peu importe si tout le monde a envie des mêmes étapes ou pas. Mais ouais, je sais pas si toi qui te renseigne un petit peu là-dessus, Aurélien, est-ce que tu avais un peu ça en tête comme cheminement? Ou est-ce que tu n'étais pas allé aussi loin? Oui, après, comme on le disait tout à l'heure, pour vérifier une hypothèse, il faut être à l'action, il faut juste le faire et ensuite savoir s'écouter. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'en suis même convaincu, j'aurais besoin d'un endroit, c'est que je me sentirais bien, avoir un QG en fait. Ça sera peut-être en France, au final, ça sera peut-être à l'étranger, j'en sais rien, mais il faut que je teste cette aventure. Après, adviendra ce qu'il adviendra. C'est sûr. Moi, j'avoue que c'est un… Ouais, vas-y. J'allais recommander quelque chose à Aurélien. Ouais, dis-moi. Il y a un truc qui marche aussi, en tout cas pour moi ça a marché, surtout quand je procrastine, j'annonce publiquement ce que je veux faire. Je et suis puis pareil. je dis avant quelle date, et du coup je prends l'engagement parce que je ne veux pas passer pour une poule mouillée. Donc voilà. Mais du coup là avec ton réseau LinkedIn, tu as certainement plein de gens qui habitent à l'étranger et qui pourraient peut-être t'accueillir aussi dans ta démarche de nomade. Yes. Ah ben ouais. Non, mais je te rejoins et je l'ai déjà annoncé à tout le monde et je l'annonce à chaque fois, comme ça au moins je suis sûr de m'engager psychologiquement. Et l'engagement provoque l'action, enfin, chez la plupart des gens. Donc voilà. Ok. Et je voulais te demander aussi, Aurélien, toi qui accompagnes d'entrepreneurs, est-ce que c'est un sujet aussi que tu vois de plus en plus souvent chez d'autres, le fait tu sais, ok, tu as créé ta business, elle grossit, ça va. De pouvoir emmener cette entreprise-là en voyage aussi avec toi, parce que beaucoup de gens ont envie de voyager. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent et comment ça se passe en général? Ouais, c'est quelque chose, enfin, je vois de plus en plus de personnes qui ont cette envie-là. C'est souvent un pourquoi quand on demande pourquoi les gens veulent entreprendre. Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait de pouvoir construire quelque chose de grand, d'impacter sur une cause qui nous tient à cœur. Il y a aussi le fait d'avoir une liberté financière, liberté géographique. Et cette liberté géographique, je la vois de plus en plus. Après, par contre, tout le monde peut-être ne mesure pas ce que ça implique. Mais moi, le premier, peut-être que je ne le mesure pas, mais du coup, on va tester pour le voir. Mais ouais, c'est quelque chose, le mot digital nomade, j'entends de plus en plus à chaque fois que je rencontre des nouveaux entrepreneurs. Ouais.
Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui en parlent de plus en Mm. plus. Par contre, ce que je vois aussi, tu me diras ton retour d'expérience, c'est que je vois beaucoup de personnes qui en parlent quand ils veulent entreprendre, mais au moment où c'est qu'ils deviennent entrepreneurs, ben, ils se laissent peut-être un peu noyer par le quotidien et ils oublient un peu ça. C'est sûr, hein. C'est sûr qu'il faut. Enfin, pour moi, ça doit faire partie un peu de la vision parce que sinon, tu peux très vite construire un business dans lequel Mm. c'est plus difficile, quoi. Alors que si ça fait partie de tes critères à la base, si tout se passe bien, Ouais. tu pourras choisir de rester là où tu es si c'est ce que tu as envie. Euh, Mm. Au moins, tu auras tout préparé pour. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent aussi des business models ou des façons de fonctionner où tu peux plus facilement déléguer certaines choses, automatiser certaines choses parce que à la base, la plupart se passe en ligne ou sans que tu sois là, les mains dans le cambouis. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, aujourd'hui, la plupart de nos accompagnements se fait par visio, par Zoom, et ça Mhm. marche très bien. Ouais. Alors, on est sur Zoom actuellement, On est ça se sur passe Zoom, bien. voilà. Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu accompagnes aussi entrepreneurs d'automatiser et de commencer à déléguer certaines tâches pour Yes. justement se libérer, ouais. Yeah. Comment ça se passe en général? Est-ce que les gens qui viennent te voir pour ça, ils sont sous l'eau, ils n'arrêtent pas de courir partout? Ou alors est-ce que ils ont besoin ils ont déjà commencé d'eux-mêmes à automatiser, à déléguer, ils ont besoin de toi pour aller plus loin? Comment ça se passe? On va dire, il y a plusieurs typologies de personnes. Aujourd'hui, j'accompagne ceux qui sont vraiment, on va dire, early. Donc, Ok. les créateurs, les mecs qui viennent de commencer depuis 1 ou 2 ans et qui ont du mal peut-être à décoller. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont des personnes qui ont aujourd'hui, on va dire, des résultats, Mhm. qui gagnent bien leur vie, souvent des boîtes de services, donc ils échangent du temps contre de l'argent. Ils arrivent à un moment où c'est que ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps et ils se disent comment je fais pour continuer à faire grandir mon entreprise ou récupérer du temps pour ma famille, etc. Mhm. Et je suis bloqué. Donc, la plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient aujourd'hui ce qui se fait. Donc, automatiser la prospection avec de la publicité, etc. On s'aperçoit que c'est un vrai métier aussi. Mhm. Il y a de ça. Mais aujourd'hui, nous, on travaille vraiment on va dire, sur ce qu'on appelle les notions de scale, issues du monde des startups. Mhm. Et on travaille vraiment sur toute la chaîne de valeur, de la prospection jusqu'à la production en passant par le service client. Et à partir de cette chaîne de valeur-là, on voit ce qu'on peut réduire, ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut augmenter, ce Ouais. qu'on peut déléguer, ce qu'on peut standardiser, ce qu'on peut automatiser. Et en fonction de ça, en fonction de la vision et des valeurs de la personne aussi, on va soit rester sur le même business model ou carrément réinventer le business model pour vraiment tendre vers un business qui est scalable. Ok. Voilà, je Je ne sais vois pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, ouais. Je Ouais. vois qu'on a un nouvel invité Oui, en dans fait, c'est l'émission. un chat nomade qui se balade dans la résidence où j'habite. L'une des raisons pour lesquelles on a choisi cette résidence, c'est parce qu'il y avait un super beau chien quand on est arrivé pour visiter l'appartement. Euh, la deuxième raison, c'est parce qu'il y avait aussi des chats qui vivent en liberté, mais qui sont super sociables. Voilà le petit chat qui se balade et qui vient me dire bonjour. Comment il s'appelle du coup? On l'a surnommé Alfie. Elle a la moitié d'une moustache. D'accord. Et ouais, tout à l'heure, on parlait un petit peu des endroits, etc. Et Sarah, tu parlais justement de l'importance de la communauté. Oui, Et pour changer un peu de sujet, passer du coq à l'âne, la communauté, c'est aussi hyper important quand on est en voyage et quand on va s'installer quelque part. Et il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Tropical MBA. Je ne sais pas si vous connaissez. non. Mais tu Non. nous partageras le lien si tu veux. Ouais, il existe depuis presque une dizaine d'années, je pense. Et ça a été notamment des inspirations pour Stan Leloup, etc. Et ils ont fait un épisode il y a quelques mois, justement, et ils parlaient de l'importance de la communauté. Si, mettons, tu mets Bansko, mais que tu enlèves les gens, le type de personnes qui arrivent ici, bon, ça va être sympa, mais ça va pas être pareil. Et qu'au final, les communautés sont super importantes, même si l'endroit ou la ville, etc., sont pas forcément les plus attirantes. Par exemple, moi, au Vietnam, j'avais beaucoup eu de mal avec Ho Chi Minh, Saigon, parce que ça grouille de gens, tu peux pas traverser sans risquer de te faire écraser, etc. Mais je suis pas resté assez longtemps pour voir la communauté.
Et en fait, apparemment, c'est une des communautés les plus vibrantes d'entrepreneurs nomades, mais qui est moins mainstream que Chiang Mai ou Bali ou autre. Parce que justement, les gens qui sont là-bas, ils ont été un peu filtrés par ça. Ils ne sont pas là pour les cocotiers, etc. Mais ils sont là pour profiter de ce style de vie, mais en même temps de cette communauté qui est soudée. Et je pense que si tu enlèves la communauté de n'importe quelle ville, destination nomade, ça peut rester parfois des destinations touristiques comme Bali, etc. Mais ce sera moins intéressant, quoi. Parce que tu as l'impression d'être tout seul dans ton truc sinon. Ouais, après, tout dépend de ta personnalité. Je pense que si tu es introverti, peut-être ça gêne moins. Je ne sais pas. Ça dépend en fait dès le début de quel genre d'expérience tu recherches. Donc, et puis du coup, on est des êtres changeants. On a besoin aussi, ce qui nous convient maintenant ne nous conviendra peut-être plus tout à fait dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, je pense qu'il faut être à l'aise aussi de s'écouter soi-même et de voir selon l'humeur du moment ce qui nous convient le mieux. Moi, je suis dans cette démarche de décélération. J'ai beaucoup habité dans les grandes villes, donc Paris, Vancouver et Montréal. Donc, vivre à Bansko en ce moment, ça me va très bien. Par contre, c'est sûr que des fois, ça me manque un peu, c'est sûr. L'énergie vibrante, ça coule de partout, etc. Je pense que tout à l'heure, tu parlais d'équilibre. C'est une question d'équilibre, en fait. Et puis, il faut voir quel est notre propre équilibre et choisir ce qui nous convient le mieux. Mais la communauté joue beaucoup sur ton expérience quotidienne. Ici, là, moi, je suis au Four Leaf Clover, donc c'est une résidence avec plusieurs buildings. On est peut-être une dizaine de nomades. Le couple que j'ai rencontré ici, donc Maxime et Lorraine, ils sont arrivés ici il y a 2 ans, il n'y avait personne. Il y avait 0 nomade. Et puis, ils se sont forcés à rester. Et les gens sont venus au fur et à mesure. Et du coup, les liens sont forts et ceux qui partent un moment, retournent aux États-Unis ou vont à droite et à gauche, reviennent exprès en partie. Alors, pas que pour Lorraine et Maxime, parce qu'il y a d'autres personnes aussi. Mais du coup, ça crée une dynamique où on est vraiment très content de savoir que les uns et les autres reviennent régulièrement. Voilà, il y a une connotation de famille qui est rassurante aussi. On va faire les courses ensemble chez Lidl. On va faire des cours de salsa ensemble. Là, on a monté une équipe de tennis. Voilà, j'ai fêté mon anniversaire avec eux. Enfin, c'est tout le quotidien que j'aurais pu avoir en restant à Paris, je l'ai aussi ici, mais avec des gens qui conviennent mieux par rapport au style de vie et qui comprennent aussi qui je suis et pourquoi je fais les choses. Donc, ça simplifie beaucoup les choses. Parce que du coup, comment tu l'as connue, cette destination? Bansko, alors, j'étais bourrée. Non, je plaisante. Ça ne m'étonne pas. Alors, non, en plus, je bois pas. Je suis vraiment une cheap date. Alors, non, pas du tout. En fait, j'étais à Montréal cet été et donc on était au Nomad Co-Living avec mon chéri et on est allé boire un verre avec la fondatrice du Nomad Co-Living qui s'appelle Maria, que Ambroise connaît très bien. Et j'écoutais Maria parler et elle parlait de la Bulgarie. Donc j'ai tendu l'oreille et elle racontait qu'elle avait rencontré un monsieur sur une croisière qui avait monté un espace de coworking en Bulgarie, à Bansko, dans une station de ski. Je dis, oh, ça me parle tout ça, ça a l'air tentant, etc. Puis après, elle me parle du coup de la vie là-bas, de la possibilité d'acheter un appartement pour un studio pour 5 000 €, etc. Je dis, attends, je vais regarder le truc. Ça a l'air pas mal. Donc, j'ai contacté le fondateur du coworking Bansko. Il m'a donné quelques informations. Avant, j'ai appelé des personnes qui étaient passées par la case Bansko pour avoir des retours d'expérience, etc. Et quand Ziad est venu me rejoindre au mois de décembre, donc ça c'était en France, je lui ai parlé de Bansko. Il m'a dit allez hop, on y va. Donc on a pris un bus, 48 heures. On aurait pu prendre l'avion, c'était le même prix. On voulait juste vivre l'expérience en mode nomade. Et donc on a mis 48 heures pour arriver à Sofia. Et le lendemain, on a pris une navette pour venir jusqu'à Bansko et on est tombé amoureux de l'endroit. Et puis tout est simple, là, ça nous a pris une journée pour trouver un appartement. Il y a des animaux autour de nous. Le coworking, c'était super simple aussi. Donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient que tout avait l'air d'être simple, déjà par rapport à la façon dont Maria me parlait de l'opportunité. Et puis après, moi, j'ai pu en faire l'expérience aussi. Donc voilà. Ok.
On va se rapprocher de la fin de notre discussion. Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas encore parlé que vous vouliez aborder aujourd'hui? Hmm. Moi, j'aimerais bien, excuse-moi Aurélien, moi j'aimerais bien qu'on partage quand même 2 ou 3 outils qui facilitent la vie des nomades digitaux au quotidien, notamment pour signer des deals, etc. Je Ok. recommande vivement d'utiliser, et je promis, je ne suis pas affiliée. Tu as le droit d'être affilié, tu sais. Non, j'utilise Payoneer, qui est très bien, qui me permet d'avoir une carte que je peux utiliser partout dans le monde avec plusieurs devises et de Yes. facturer facilement mes clients. Ça, pour moi, c'est quand on démarre dans un business digital, avoir ce type de plateforme, c'est très Mhm. pratique. Voilà. Après, peut-être Donc, que vous en avez d'autres. ça te permet que les clients puissent te payer, genre ça génère des factures et des liens de paiement, c'est ça? C'est ça, exact. D'accord. Hmm. Ouais, bah, il y a différents systèmes, je pense, pour ça. Moi, j'ai un système un peu plus, enfin, en plusieurs parties. J'ai la partie contrat. Donc, j'utilise HelloSign pour ça. Ça permet d'envoyer Hmm. des contrats, de mettre où est-ce que les gens doivent signer, mettre des dates, tout ça. Tout est réglé par email, ça envoie des rappels, tout ça. Pour les paiements, ça dépend des clients où ils sont. Mais soit ça va être soit ça va être classique, j'envoie une facture, il y a un paiement par virement ou autre. Quand c'est des clients qui sont au Canada, c'est pratique pour ça. Mais sinon, depuis récemment, j'ai embarqué des clients en fait sur un outil de facturation automatique. En fait, j'ai un outil qui s'appelle Thrivecart qui que j'utilise pour vendre les formations, etc. Et je peux créer des abonnements. Donc, mettons, si un client, je suis avec lui pour 6 mois et que ce que j'ai comme service, c'est 500 $ par mois. Le client paye, met sa carte de crédit et tous les mois, il est débité, ça envoie une facture et on n'a plus besoin de s'en occuper. On peut se focuser sur la chose importante. Hmm. Bien. Ouais. Peut-être pour finir, je te laisse la parole Aurélien après. Pour les transferts de devises, justement pour des paiements, etc., j'utilise pas mal TransferWise. Et puis moi, je l'ai utilisé quelques fois, mais mes parents qui sont à Prague, mon père il est employé, il est à Prague, il se fait payer comment ça s'appelle, en couronne tchèque. Mhm. Et il utilise tous les mois TransferWise pour se virer son salaire de République tchèque à France. Donc, c'est testé et approuvé par la famille. Et j'aimerais ajouter aussi, alors c'est pas pour faire de la pub, aussi les personnes qui ont le désir de devenir nomades, si elles sont célibataires, se demandent comment trouver aussi des compagnons nomades. Et il y a une application là qui existe qui s'appelle Nomad Soulmate, et je la recommande parce que du coup, je connais l'un des cofondateurs qui vit ici aussi à Banskour, et Ok. qui a rencontré donc sa femme avec laquelle il s'est marié à Gibraltar. Donc en fait, tout est possible, juste pour souligner, et il n'y a juste pas d'excuse pour pas devenir nomade. Est-ce que tu avais des choses à recommander, Aurélien? Yes. Bah après, moi, je suis pas nomade, donc j'ai peut-être moins besoin d'outils. Donc, bah, Zoom pour les accompagnements. J'utilise Small PDF pour signer les contrats que j'envoie. Mhm. Et ensuite, les outils voilà, pour le paiement, virement ou alors PayPal ou Stripe pour certains business. Et Ouais. j'ai rien de plus, je pense, à partager par rapport à ça. Mhm. On a parlé aussi à un moment d'automatisation et de choses comme ça. Ouais, un classique, Ah ouais. c'est pour relier des outils entre eux et faire le travail manuel, c'est Zapier. On peut Yes. connecter plein d'outils entre eux. Par exemple, je pense que la plupart des outils qu'on a mentionnés, en tout cas ceux que j'utilise moi, ils peuvent être intégrés là-dedans. Donc, on peut créer des processus assez automatiques Yes. pour gagner beaucoup de temps. Yes. Zapier, j'utilise beaucoup. IFTTT aussi, j'utilise un moment, peut-être un peu moins maintenant. Ouais, Et ensuite, pour des choses peut-être un peu plus poussées, il y a Zenoposter. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé. ouais, j'ai déjà entendu parler, j'ai pas utilisé. C'est très puissant, mais ça demande un niveau technique peut-être un peu plus avancé. Et là, c'est un logiciel à acheter. Ok. Moi, je suis Ouais. souvent entouré de programmeurs, donc si ça devient trop technique, Après, il faut déléguer, tu as raison. c'est ça. Ouais, puis Et identifier. j'ai une question. Ouais, je dis Vas-y, je t'en prie. aussi, on parle d'outils, etc., mais c'est une étape peut-être un peu après. Première chose, identifier les actions répétitives que vous faites souvent et qui n'ont pas de valeur ajoutée, dans laquelle vous n'apportez pas forcément de valeur plus que quelqu'un d'autre. Essayer d'automatiser si on peut, et puis déléguer éventuellement aussi.
Ah, et avant ça, même éliminer, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette action? Aussi, ouais. Ouais, ouais. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que de penser en amont tout ce qui peut être automatisable peut faciliter la démarche de devenir nomade? Est-ce que ce n'est pas le premier step? Bah, ça revient, enfin, ça fait partie pour moi de ce qu'on disait tout à l'heure, que si tu veux créer une entreprise et que ton objectif c'est de devenir libre géographiquement, etc., tu vas plutôt avoir tendance à te diriger vers des business en ligne qui vont utiliser donc des outils en ligne et donc qui vont pouvoir à terme être reliés entre eux, automatisés. Mm. Je pense pour devenir nomade, c'est large là. Mais oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Même, j'avais écrit un article moi sur comment, je sais plus comment c'était en anglais, mais c'était genre automatiser ta vie quand tu pars en voyage. Et donc, des trucs comme mettre tes factures en paiement automatique. Mm. Pareil, avoir un système où tu fais envoyer ton courrier là-bas, il est scanné pour toi, envoyé par email. Donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place comme ça. Il y a pas vraiment de problème par rapport à ça, je pense. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, mais je sais que la semaine de 4 heures donne pas mal d'infos aussi par rapport à ça. Ok, Je vais Je devoir sais pas. vous laisser. Je m'excuse, ça il va marche. falloir que je vous laisse. Donc, Ambroise, si tu veux conclure. Ouais, ben, en tout cas, bah, merci beaucoup pour votre temps, Sarah Aurélien. Ça fait longtemps qu'on essaie de planifier ça, content qu'on ait pu le faire. Et Yes. j'espère que ça va inspirer les personnes qui vont nous regarder, peu importe de quel réseau ils viennent, de leur situation actuelle, de comprendre que c'est une situation possible et souhaitable pour beaucoup de monde. Il faut juste passer à l'action, le tester, voir si ça nous correspond et y aller étape par étape, peu importe où on en est et où on veut aller, quoi. Mm. Puis peut-être pour conclure aussi, Sarah, toi qui dois y aller, où est-ce qu'on peut te retrouver et discuter avec toi? Ton micro est coupé, Sarah? Sarah. Ton micro est coupé. Oui, donc toujours LinkedIn, Sarah Folador, directement avec un message personnalisé, je réponds. Ok, ça marche. Et pour toi, Aurélien? Pareil, LinkedIn, c'est mon réseau de prédilection pour le moment. Donc Aurélien Garrigo ou l'agence Gary McFly, on me trouvera. Et ensuite, sur Facebook ou Instagram, je reste aussi disponible si besoin. Ok, ça marche. Puis pour ma part, Ambroise Debré, peu importe, partout, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Je suis en train justement aujourd'hui de remettre à jour une mini formation que j'avais créée sur les 8 plus 1 étapes pour devenir freelance nomade digital. Donc, je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez aller voir. C'est des emails sur une semaine qui vous guident à travers les différentes étapes pour devenir freelance nomade, pour vous donner les bonnes directions. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Bonne journée à Bansco et à Albi. Enfin, bonne soirée Yes. pour vous, du coup. Bonne soirée pour moi, ouais. Allez, merci Ambroise. Bye bye. Salut.